Bienvenue à toutes et à tous. Notre conférence s'intitule « Sciences et informatique, ensemble, brisons les barrières ». Alors pourquoi? C'est parce que dans le monde informatique, les sciences dures, telles que les mathématiques ou la physique, sont souvent vues comme des domaines distincts, très lointains de l'informatique. C'est comme si chacun évoluait un peu seul dans son couloir de nage. Cette vision, elle est un peu restrictive parce qu'en réalité, il y a beaucoup de connexions entre l'informatique, la physique et les mathématiques notamment. Et on vous propose donc de faire un petit voyage avec nous. On vous embarque pour découvrir ces liens très profonds, lointains, qui existent entre ces différents domaines. On va faire un petit retour historique pour voir un peu d'où viennent ces connexions, avant de revenir dans l'ère contemporaine et de voir un peu quelles innovations ont été possibles grâce à ces interconnexions. Et enfin, terminer par les défis qui font face à nous dans le domaine de l'informatique et plus largement des sciences. Mais avant cela, on va faire une petite escale pour qu'on puisse se présenter. Donc moi, c'est Samira Taïbi. J'ai un cursus universitaire en physique. J'ai pu collaborer avec certains laboratoires du CNRS. J'ai fait également un peu d'enseignement, un petit détour par la communication, avant d'entamer une reconversion informatique en 2023. Je suis passée par Epitech d'ailleurs, donc c'est assez drôle. Et Zenica, petit clin d'œil, pub gratuite, avant de pouvoir décrocher un poste d'Ops Engineer à Decathlon Digital depuis bientôt 1 an maintenant. Bonjour à tous, moi c'est Hayati Efsa. J'ai eu un cursus universitaire axé sur des mathématiques et des statistiques. Après, j'ai enseigné des maths essentiellement au lycée. Après ça, j'ai entamé une reconversion comme Samira, et notamment avec Zenica. Et maintenant, je suis Ops Engineer chez Decathlon Digital. Après avoir retracé nos parcours perspectifs, nous vous proposons de naviguer maintenant vers des liens entre l'informatique et les sciences dures. Mais avant ça, je voudrais vous poser une question. Qui d'entre vous pense que l'informatique a un lien avec les mathématiques et la physique? Qui d'entre vous pense que ça n'a pas de lien entre ces disciplines, n'ont aucun lien ou n'a pas de lien ou pas spécialement? Pour ceux qui pensent que l'informatique n'a pas de lien avec la physique et les mathématiques, ce n'est pas très étonnant, car nous, moi et Samira, en arrivant dans le domaine de l'informatique, on a remarqué qu'il y avait des idées reçues, des idées reçues sur ce sujet-là. On a sélectionné 3 d'entre elles. La première, on ne pouvait pas parler sur tous les idées reçues qu'on a eues à entendre. Et là, on a sélectionné 3. L'informatique, ce n'est pas vraiment de la science. L'informatique n'a pas de lien avec les sciences dures. L'informatique est juste un outil dans les sciences. Pour la première, l'informatique, ce n'est pas vraiment de la science. 9%. 9%, c'est la croissance annuelle de la proportion des articles informatiques parmi les articles scientifiques. Donc, à partir de ce chiffre-là, on ne peut plus dire que l'informatique ne fait pas partie des sciences. Oh, pardon, petit loupé. Oh, vraiment, désolée. J'ai eu un bug, je suis désolée. Non, t'inquiète. Oh là là. En plus, on spoil un peu notre phrase. Ouais, je suis vraiment désolée là. Je sais pas ce que j'ai fait. Catastrophique. Ok. L'informatique n'a pas de lien avec les sciences dures. Sachez que 73% des physiciens et 80% des mathématiciens utilisent l'informatique dans leur recherche. Et sans l'informatique, leurs recherches n'aboutissent pas. L'informatique est juste un outil dans les sciences. La recherche interdisciplinaire a augmenté de 30% ces 10 dernières années. Que veut dire que les chercheurs dans les disciplines comme les maths et la physique ainsi que l'informatique travaillent en étroite collaboration chaque jour pour arriver à leur recherche, pour que leur recherche aboutisse. Donc, comme vient de le démontrer Ayette, on voit qu'il y a une forte interconnexion en réalité entre les mathématiques, l'informatique et la physique. Le développement de modèles mathématiques plus ou moins complexes permet de développer
des algorithmes aussi de plus en plus perfectionnés et complexes qui viennent alimenter du coup les possibilités de recherche, de simulation dans le domaine de la physique. Donc on a cette interconnexion qui est en réalité constante et chacun des éléments en fait vient s'alimenter. Mais cette interconnexion, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle est assez ancienne et on vous propose de faire un petit voyage dans le temps, revisiter quelques figures historiques. Et justement, Ayad, je voulais te demander, est-ce que tu connais une figure, notamment en mathématiques, qui a permis de faire des évolutions importantes dans le domaine de l'informatique? Oui, je connais une. Je pense que tout le monde la connaît. Qui ne la connaît pas, puisque c'est Ada Lovelace. Elle est très célèbre dans le domaine de l'informatique. Elle a notamment travaillé avec Charles Babbage pour le premier ordinateur. Pour l'ordinateur analytique. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, c'est vrai, ça a bugué? Ouais, ça a bugué. Non, je n'ai même pas ça, j'ai appuyé une fois et ça fait des sauts. Je suis désolée. Alors, elle a travaillé avec Charles Babbage sur l'ordinateur, sur la machine analytique, qui est considéré comme le premier ordinateur de l'histoire. Elle a aussi travaillé sur le premier programme informatique, qui est un algorithme qui permet de calculer des nombres de Bernoulli. Juste une petite parenthèse ou un rappel pour quelques-uns. Les nombres de Bernoulli, ce sont des suites des nombres rationnels qui sont utilisés notamment dans l'analyse des séries. Et elle a aussi travaillé sur la manipulation des symboles mathématiques tels que les conditions ou les boucles, qui pour l'époque c'était très précurseur, mais pour maintenant qui sont très la base de l'informatique moderne. Et toi, Samira, connais-tu une physicienne ou un physicien qui a fortement contribué à l'évolution de l'informatique? Oui, mais la mienne, elle est beaucoup moins connue. Elle s'appelle Cheng Xungu, c'est une sino-américaine, une chercheuse très importante du domaine de la physique des particules, donc de l'infiniment petit. Elle a mené des expériences cruciales donc, dans ce domaine-là. Elle a notamment contredit une théorie qui existait au niveau des interactions faibles, c'est les interactions qui existent entre les différentes particules. Et donc il y a une expérience qui s'appelle l'expérience de Madame Wu, qui date de 1956, qui a permis de révolutionner justement la compréhension de la physique des particules, mais plus largement de la physique fondamentale. Et ça a impacté divers domaines informatiques. Ça a permis notamment de revoir la conception de dispositifs électroniques, dont on peut revoir les évolutions aujourd'hui dans nos systèmes informatiques actuels. Mais également, ça a permis d'élargir la compréhension de tout ce qui est du domaine du quantique, toujours dans le domaine du tout petit, de l'infiniment petit, et ça a ouvert de nouvelles voies vers l'innovation. Après ce petit retour vers le futur, on va revenir à une ère un peu plus contemporaine pour essayer de voir justement quelles ont été les innovations qu'on côtoie aujourd'hui et qui montrent aussi cette interconnexion forte entre les trois domaines. Alors avec Ayat, on s'est penché, il y en a tellement, mais on s'est penché sur trois d'entre elles, donc l'ordinateur quantique, les réseaux neuronaux et la modélisation climatique. Pour ce qui est de l'ordinateur quantique, donc ça utilise du coup tout ce qu'on connaît de la physique quantique, encore une fois de l'infiniment petit, pour effectuer des opérations très complexes. Pour rentrer un peu plus dans le détail, aujourd'hui on connaît tous, enfin, vous connaissez je suppose tous les bits qui codent en 0 ou en 1. Dans l'ordinateur quantique, on parle de quantum bits, donc des qubits, de manière plus synthétique. Et en fait, il faut imaginer que ces qubits, ils peuvent prendre à la fois les valeurs de 0 ou de 1 en même temps. Et ça, c'est lié aux propriétés des toutes petites particules qui peuvent prendre des états simultanément, deux états simultanément. Si on prend l'exemple du labyrinthe, si vous demandez à un ordinateur d'essayer de trouver le chemin le plus court vers la sortie, typiquement, il va essayer de tester chacun des chemins que vous voyez là. Alors que dans un ordinateur quantique, vous avez la possibilité de tester l'ensemble des chemins simultanément. Donc vous décuplez énormément vos capacités de calcul. Et c'est pour ça que vous avez de grands acteurs aujourd'hui de l'informatique, tels que Google, IBM, Amazon, qui se lancent dans une course effrénée. Il y a aussi des laboratoires publics, tels que le CNRS ou d'autres, qui essayent de développer leur ordinateur quantique, parce que ça va être vraiment la révolution
ça amène déjà des révolutions. On s'est déjà utilisé dans quelques entreprises, par exemple, pour gérer leur value chain, optimiser leur chaîne d'approvisionnement. Mais ça permettra aussi également de développer des calculs qui vont amener à des innovations, par exemple dans le domaine pharmaceutique ou autre. Donc c'est vraiment un champ d'évolution très large. Ayet va maintenant nous présenter les réseaux neuronaux. Les réseaux neuronaux sont des algorithmes puissants. Ils sont conçus pour transformer une entrée X en une entrée X, comme une image par exemple, en une sortie Y qui est souvent sous forme d'une probabilité. Tant que la probabilité s'approche de 100%, tant que la réponse elle est plus fiable. Les réseaux neuronaux sont constitués de couches. Ils sont inspirés du cerveau humain et sont constitués de couches. Chaque neurone, elle reçoit des informations de la couche précédente et après un calcul, et elle les envoie vers la couche suivante. Cette architecture itérative et le calcul effectué par chaque neurone permet une réponse précise et fiable. Enfin, la modélisation climatique. À l'heure où on parle énormément de changement climatique et du défi auquel nous faisons face, les questions d'avoir des modélisations les plus fiables possibles est essentielle. Si on regarde comment sont créés un peu ces modèles, c'est une sorte de division du globe avec des latitudes et des longitudes. On crée des sortes de cellules. Donc dedans, en fait, on essaye d'avoir un bout d'atmosphère, un bout de la couche terrestre. On essaye de modéliser tout ça et d'évaluer l'ensemble des échanges thermiques, d'évaluer l'évolution des courants marins pour chacune des cellules. Et ensuite, on applique dessus une notion de temps. Donc on peut faire des pas de 15 minutes à 30 minutes et on peut essayer de simuler l'évolution cellule par cellule ou en agrégeant plusieurs cellules, d'avoir une vision plus large de ce qui peut se passer à l'échelle d'une région, d'un continent ou même du globe. Et ça nous permet de voir un peu l'impact qu'on a, nous en tant qu'humains déjà, actuellement sur les évolutions du climat, mais aussi d'essayer d'anticiper et de prévoir ce qui peut se passer, ce qui peut arriver dans les années à venir. Ce sont des modélisations qui sont utilisées par les experts du GIEC. Ce sont ceux qui font les recommandations auprès des gouvernements en termes de prévention du réchauffement climatique. Donc, ils ne sont pas très suivis, mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. Voilà, après ce point justement sur quelques-unes des innovations qui sont possibles grâce au lien entre la physique, l'informatique et les mathématiques, on vous propose de partir vers l'avenir et de voir un peu quels sont les défis et les opportunités qui se présentent à nous dans le domaine notamment de l'informatique. Nous avons sélectionné 3 défis et opportunités. Le premier, c'est l'innovation en algorithme et en logiciel, avancée en IA et en apprentissage automatique, et le dernier, c'est la simulation avancée. Pour l'innovation en algorithme et logiciel, cette innovation permet des avancées significatives dans plusieurs domaines, tels que la modélisation et la simulation, qui permet de modéliser par exemple des phénomènes physiques ou biologiques, bien sûr avec l'aide des mathématiques et de l'informatique. Et le calcul de haute performance qui permet une simulation plus rapide et plus précise, ou encore le big data qui nous permet l'extraction et l'analyse des données à grande échelle. Pour l'IA, pour l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, comme tout le monde le sait, ça a fait un rebond ces dernières années. C'est basé sur des algorithmes sophistiqués et une puissance de calcul. Ces innovations permettent des révolutions dans la recherche médicale, par exemple, ou dans les transports, ou encore dans la finance. Mais l'exemple le plus connu, je pense, c'est ChatGPT, qui permet de comprendre et d'avoir des textes avec une grande précision.
Le dernier point, c'est la simulation avancée. Donc, on a parlé par exemple de modélisation climatique tout à l'heure, mais il y a aussi des simulations qui se font dans les laboratoires de recherche, par exemple. Quand on ne peut pas avoir les ressources, on utilise beaucoup la simulation informatique. Moi-même, j'ai pu en faire. On peut, par exemple, si je reviens à l'idée de l'ordinateur quantique, on peut, au lieu d'essayer de trouver les ressources, les bonnes conditions de température et autres pour mettre en place un ordinateur quantique, on peut essayer de simuler le comportement des qubits à travers des équations et des modèles assez complexes. Mais c'est faisable et ça nous permet, au lieu de déployer l'ensemble d'un système, d'essayer déjà de travailler sur les processeurs avec des qubits, de voir dans quel cas en fait, on a la puissance de calcul la plus élevée. Donc il y a des phénomènes qu'on appelle d'intrication quantique où en fait, par exemple quand ça code pour un 1, les différents qubits viennent additionner, si vous voulez, un peu leur force et viennent du coup décupler les capacités du système. Et on a aussi... pardon, du coup ça m'a perturbée. Et donc ça permet ça, et ça permet du coup éventuellement aussi, si je reste sur mon exemple des qubits, d'essayer d'évaluer le nombre d'erreurs qu'on peut avoir et quelles seraient les meilleures conditions possibles pour mettre en place ce type de système. Donc les simulations, en vrai, on en utilise tout le temps dans le domaine de la physique et des mathématiques, et ça, s'il n'y a pas l'informatique, clairement, on peut pas le faire. Et donc ça fait gagner un temps énorme à l'ensemble des équipes de recherche, que ce soit du temps et de l'argent, forcément, puisque le temps, c'est l'argent. J'ai été contaminée par le monsieur qui est devant. En conclusion, ce qu'on essayait de vous prouver, Ayat et moi aujourd'hui, c'était que clairement, il fallait s'unir pour innover en sciences et en informatique. On a vu à travers les démonstrations qu'on a pu faire que l'interdisciplinarité entre les recherches augmentait graduellement. Et pour nous, il faut que ça continue parce qu'on gagne en innovation, en connaissance des phénomènes qui nous entourent, mais aussi l'informatique gagne grâce aux recherches qui sont menées, aux tests qui sont menés dans le domaine de l'informatique et dans le domaine de la physique et des mathématiques. Donc il y a vraiment un enrichissement mutuel qui est important. Donc l'ouverture, c'est important. Les questions de diversité ou diversité de genre, diversité de divers profils, ça peut être intégrer des gens qui viennent de la chimie, de la biologie. On le voit aujourd'hui, par exemple, je reviens sur le défi climatique, mais c'est plus qu'essentiel. Donc vraiment, notre mot de la fin, ce sera vraiment l'idée de l'union pour avancer et avoir davantage d'innovation scientifique. Je vous remercie. Merci. Je m'applaudis moi-même. Désolée pour les couacs de présentation. Vraiment désolée. Franchement, vous avez géré, hein, parce qu'il s'est passé littéralement tout le scénario. Catastrophe. Qui ne nous est pas arrivé pendant les répètes. Non, en fait, on s'est regardé en même temps, on a fait... On va déjà, vous avez déjà entendu. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de questions? On était très clairs. Merci.